Je vais vous parler un petit peu de la captivité des animaux sauvages spécifiquement. Quand on parle d'animaux sauvages, on parle d'animaux apprivoisés et non d'animaux domestiqués. Cette notion est extrêmement importante, c'est-à-dire que l'apprivoisement est un processus superficiel qui n'implique aucun changement génétique de l'animal. Contrairement à la domestication, quand vous créez des vaches, c'est un processus sur plusieurs siècles et qui produit des changements irréversibles. Et donc, les animaux sauvages apprivoisés restent en tout point des animaux sauvages, tant sur le plan physiologique que sur le plan de leur biologie, c'est-à-dire de leurs besoins fondamentaux, de leur comportement. Et de ce fait, notamment les animaux sauvages vivent extrêmement mal le stress et les contacts avec les animaux humains, ce qui débouche, entre autres, sur des accidents, notamment avec les dresseurs, comme vous pouvez voir là au-dessus. Ces comportements ne changent pas. Là, dans l'accident qui est montré avec les éléphants, vous voyez que, bien qu'extrêmement blessée, il y a une des éléphantes qui est en train de mourir. La préoccupation de sa congénère, c'est un groupe grégaire, va être d'essayer de rassurer et d'accompagner dans la mort sa congénère. Donc ces animaux sauvages ont des besoins biologiques fondamentaux qui sont propres à chaque espèce sauvage. Ils ont besoin d'exprimer une palette de ces comportements chaque jour, qui sont vitaux pour eux, au niveau de leur bien-être comme d'un point de vue sanitaire. Ils ont, parmi tous ces besoins, ils ont des besoins sanitaires, de se baigner, de faire des bains de boue, des bains de sable, des bains de poussière pour les éléphants. Ils ont donc des besoins sociaux, des besoins d'échange, des besoins comportementaux de communication entre eux, qu'elles soient olfactives, qu'elles soient en termes de contact, en termes de vocalisation entre eux. Ils ont des besoins d'apprentissage, des besoins de jeu. Ils ont également des besoins de retrait. Là, vous voyez une tigresse qui a effectivement, en captivité, elle a besoin de faire ce qu'elle ferait dans le milieu naturel, de cacher ses petits et de se soustraire à la vue du public. Ils ont des besoins, pour les éléphants, de rencontrer un grand nombre de congénères et de ces échanges sociaux. C'est une espèce grégaire. Dans le monde sauvage, ils rencontrent jusqu'à 100 éléphants par jour, notamment lors des bains, et ils ont ce besoin-là. Ils ont également des besoins locomoteurs, des besoins exploratoires et territoriaux, que ce soit également pour des raisons de santé, les éléphants, que ce soit pour user la semelle de leurs pieds ou que ce soit pour la santé de leur peau. Les éléphants, en moyenne, dans le milieu sauvage, procèdent à 60 à 80% de leur temps à des déplacements et sont donc en mouvement à chercher de la nourriture et également à user et à communiquer à travers leurs pieds. Quand l'ensemble de ces besoins-là ne peut être couvert, cela débouche irrémédiablement sur des troubles comportementaux. Ces troubles comportementaux ont été établis depuis les années 50 par Darwin comme étant propres à la captivité. Ce sont des troubles que vous n'observez absolument pas dans la nature et qui sont donc induits par la captivité. Ces troubles comportementaux sont de diverses natures. Vous avez des troubles qui sont ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements répétitifs qui sont déambulatoires, locomoteurs, les éléphants qui font des mouvements de va-et-vient à gauche, à droite, avant, arrière ou de la tête. Des stéréotypies orales, c'est-à-dire les animaux qui vont passer du temps à mâcher dans le vide, qui vont passer leur temps à lécher leurs parois, qui vont s'user les dents, se casser les dents. Vous avez également des problèmes d'automutilation, d'agression, ce que vous pouvez voir là sur les ours et sur les tigres qui sont là. Quand des troubles comportementaux auxquels est soumis un animal ne sont pas réglés. La seule façon de les régler étant de les mettre dans un sanctuaire où ils pourraient reproduire les mêmes comportements que dans son milieu naturel. Cela débouche à ce moment-là en pathologie. Et ces troubles comportementaux dérivent notamment en lésions neurologiques, comme l'ours que vous voyez là, qui a la tête tordue. Il n'a pas un problème de cervical, c'est effectivement les lésions à force de tourner en rond. Vous avez effectivement les problèmes qui sont dus à des mouvements, à des numéros ou à des positions contre nature pour les animaux et qui leur créent effectivement des tas de problèmes comportementaux. Vous voyez les éléphants qui sont là. Comme autre trouble, vous avez également tout ce qui est de l'hypersexualité, tout ce qui est les problèmes de stress, des problèmes de reproduction, des problèmes d'incontinence que vous avez pendant les numéros. Voilà, vous avez effectivement différents problèmes d'agression et également les animaux vont avoir des troubles comportementaux alimentaires, c'est-à-dire de vomir, de régurgiter des dizaines de fois d'affilée, de jouer avec la nourriture, d'avoir une phase exploratoire extrêmement anormale. Et également d'inventer de nouveaux comportements. Comme ils s'ennuient, ils vont faire par exemple, ils vont faire des sauts périlleux en avant, en arrière, qui vont être utilisés par les cirques et montrés comme des numéros. Ce ne sont pas des numéros, ce sont des troubles. Et l'ensemble de ces troubles débouche sur des pathologies irrémédiablement, qui sont notamment du stress et de la fatigue. Par exemple, on estime que les girafes passent 40% de leur nuit à lécher les murs, ce qui, avec le coût en extension,
leur provoquent des problèmes au niveau de la musculature avec des lésions musculo-squelettiques diverses. Vous avez les tigres et les lions qui respectivement vont passer 30 à 60% de leur budget dans une journée, donc incluant la nuit, à faire des allers-retours dans leur cage à différents moments particuliers de la journée. Tous ces troubles, effectivement, on estime qu'au-delà de 5% du temps d'une journée d'un animal à produire des stéréotypies est un signe de mal-être et un signe d'alerte qui doit être effectivement considéré comme une condition nécessaire et suffisante pour soustraire l'animal à son milieu. Parmi toutes les causes et tous les facteurs qui induisent ces problèmes comportementaux, ce sont notamment l'impossibilité pour les animaux de pouvoir accomplir leur comportement naturel, notamment de se mouvoir. Pour les éléphants, c'est particulièrement vrai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils passent 60 à 80% de leur temps à bouger, à se mouvoir dans leur comportement, dans leur milieu naturel, ce qui est fondamental pour la sole de leurs pieds, comme pour leur peau. Là, ils sont maintenus, que ce soit par des chaînes ou par des barres, de façon statique. Ils sont maintenus dans leurs excréments, ce qui provoque différents problèmes au niveau des pieds, que ce soit des mycoses, que ce soit des parasites. Et également, ils mangent au milieu de leurs excréments. Ils sont isolés. L'isolement est un facteur de stress, particulièrement pour les espèces grégaires et surtout pour les éléphants. Il y a également le non-respect, effectivement, de la hiérarchie ou de la cohésion sociale d'un groupe quand ils cèdent des animaux ou quand ils s'en séparent, comme notamment dans les cirques, surtout chez les éléphants qui sont des groupes de femelles extrêmement importants. Ce sont des liens très importants qu'on ne peut pas briser comme cela. Vous avez également la confrontation entre espèces antagonistes, maîtres des tigres et des lions, où des proies et des prédateurs à proximité génèrent un stress immense et donc des troubles du comportement, mais tout ce qui est également transport et changement de lieu perpétuel, et également tout ce qui est conditions météorologiques, c'est-à-dire non seulement des animaux qui ne peuvent ne pas être adaptés, comme les ours polaires du Marineland, au climat du sud de la France, mais également tout simplement à des canicules ou à des froids intenses auxquels l'animal dans une cage, puisque leurs wagons ne sont pas climatisés, auxquels l'animal ne va pas pouvoir se soustraire comme dans son milieu naturel. Il y a également toutes les maltraitances à travers des outils de coercition. Il y a également tout ce qui est, ce que vous voyez là, le sevrage prématuré, c'est-à-dire que pour contraindre un animal à exécuter des numéros, vous êtes obligé de l'enlever à sa mère extrêmement tôt. Chez les fauves, en moyenne, entre 10 jours et 3 semaines. Chez les éléphants, c'est en moyenne à partir de 9 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors que dans le milieu naturel, un éléphant va rester mâle jusqu'à l'âge de 7 à 12 ans avec son troupeau. Et pour les femelles, elles vont y passer toute leur vie, puisque c'est un groupe matriarcal. Il y a également les numéros contre nature qui leur sont imposés. Ce que vous diront les dresseurs, c'est qu'il faut que la douleur infligée par les coups doit être supérieure à la douleur ressentie par l'animal au niveau d'une position qui est contraire à sa nature, à sa biologie. Un homme n'est pas fait pour voler, il aura beau se jeter autant qu'il veut par la fenêtre, on pourra faire autant de domestication qu'on veut, l'homme ne volera pas. C'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, par exemple, tous les numéros qui sont effectués par les éléphants, j'ai fait un article là-dessus, sont contre nature, contraires à leur biologie. Et donc, si vous en doutiez encore, la domestication sur des siècles et des siècles ne pourrait absolument pas permettre aux animaux de procéder à des numéros qui soient contraires à leur biologie. Aucun animal ne fait du 2 roues, du 4 roues, du 8 roues. Aucun animal ne fait le poirier. Quand vous faites faire le poirier à un éléphant, vous créez des lésions neurologiques au niveau de sa trompe et au niveau cérébral, puisque la grandeur d'un animal, sa musculature n'est pas proportionnelle. Un éléphant, sa tête est conçue pour porter 16% de son poids. Quand vous lui faites faire le poirier, vous avez l'ensemble de son poids qui atterrit sur sa tête, ce qui crée des dommages à la trompe, au niveau des terminaisons nerveuses, mais également au niveau cérébral. Quand vous lui faites faire la position assise, les pattes arrière sont faites pour supporter 20% du poids de l'éléphant. Vous risquez notamment le prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, c'est-à-dire que les intestins avec les excréments sont comprimés et ça peut aboutir à la mort de l'éléphant. Mais également tout ce qui est tension, tendons, etc. chez ces animaux-là vont être mis à rude épreuve. Et la première cause d'euthanasie des éléphants dans les cirques, ce sont notamment tous les problèmes de pattes, de déformation, de handicap qui sont générés par les troubles du comportement et par des numéros complètement impropres. De l'avis unanime de plusieurs dresseurs repentis, il n'y a aucune méthode douce qui permette d'obtenir des numéros présentés ou des positions exigées des animaux. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez le rapport Code Animal 2018 que nous avons envoyé aux 35 000 maires de France et qui effectivement reprend en détail de façon très vulgarisée un petit peu toutes les choses.